Voilà, c'est bon. Donc on est de la Vav Amoudbet, mais 6b, page 6b, Vav Amoudbet. Et donc on est dans la Gemara, je pense qu'on avait fini les Tosfot. Et donc on est dans cette marloquette. Donc en fait, l'histoire, c'est donc il y avait une discussion entre Rav et Shmuel sur un poussin qui a éclos pendant Yom Tov. Est-ce qu'il est mouxé ou pas? Et en fait, Rav il disait que c'était mouxé parce que parce que voilà, a priori en tant qu'œuf, il était pas mangeable. Et donc voilà, donc maintenant, et Ben Hashmashot, ça veut dire à l'entrée de Yom Tov, il était voilà, non comestible ni pour un animal, ni pour un homme. On a vu Tosfot qui disait que même les chiens, ils ne veulent pas manger des coquilles. Je ne sais pas si c'est vrai, moi j'ai pas de chien, j'ai jamais essayé. Ça veut dire un chien, il ne va pas manger un œuf. Non, ça ne va pas chien non plus. C'est un chien, mais je lui donne des croquettes. Ok, tu pourrais essayer pour voir si ça marche. Quelle est sa réaction devant un œuf? Ouais, mais ok, j'en sais rien. En tous les cas, il dit a priori, on est obligé de dire ça, qu'il ne mange pas un œuf, et c'est pour ça que c'est mouxé, quoi. Enfin voilà, et donc ça, c'est l'avis de Rav, que comme c'était mouxé Ben Hashmashot, ça reste mouxé pendant Yom Tov, et donc même si jamais après l'œuf il est clos et il y a un petit oiseau et qu'on pourrait manger l'oiseau, comme il était mouxé dans 13 Yom Tov, il est mouxé. Et ça, c'est l'avis de Rav. Et Shmuel et Rav Yochanan, ils pensent que, comme en fait maintenant, ça veut dire du fait que maintenant, si c'était un jour de semaine, on pourrait manger l'oiseau en lui faisant la shrita, alors qu'avant, il n'était pas comestible, puisqu'il avait un statut de reptile, ou j'en sais rien, d'insecte, on va dire, comme la Gemara va le dire. Donc, en fait, donc de la même manière que le fait de se transformer en oiseau, en oisillon, ça le rend permis par la shrita un jour de semaine. Donc, ça fait aussi sauter l'interdit de mouxé. Ce qui veut dire, en d'autres termes, ça veut dire que même si l'œuf, il était mouxé, ben hashmashot, et maintenant que c'est devenu un oiseau, alors c'est un autre truc, c'est un nouveau machin. Et c'est pas Nolad parce qu'a priori, voilà, il existait déjà, je veux dire, en théorie dans l'œuf. Et donc, c'est pas mouxé non plus parce qu'en fait, l'œuf était mouxé, mais pas l'oiseau, quoi. Et l'oiseau, donc, c'est une nouvelle création qui pourrait être mangée pendant Yom Tov. Donc, ça, c'était la marloquette qu'on est dedans. Et maintenant, la Gemara va simplement un petit peu prolonger là-dessus avec des braïtot et tout ça en disant que c'est une discussion entre Rav et Shmuel. C'est aussi une discussion entre des auteurs d'avant de la braïta, quoi, de la Mishnah. Ok, donc j'ai vu, donc ça veut dire on est, donc je compte les 2, 4, 6, 8, je crois 9e ligne, donc 6B, 9e ligne en partant du haut, premier mot de la ligne, Tania, il a été enseigné dans une braïta. Je crois que c'est 9e mois, c'est 10. C'est 10, c'est la 10e ligne, c'est la 10e ligne. Ok, 10e ligne. Ok, donc Tania Kevate des Rav, donc il y a une braïta qui corrobore la vie de Rav qui interdisait le poussin, qui est Neyom Tov, et Tania Kevate des Shmuel, et il y a une autre braïta qui corrobore la vie de Shmuel qui avait permis le poussin qui était Neyom Tov, la victime est Rav Yochanan, et il y en a qui disent que c'était Rav Yochanan qui l'a dit et pas Shmuel, peu importe. Voilà, donc Tania Kevate des Rav. Ça veut dire donc la braïta qui va comme la vie de Rav, Egel Shenolad de Yom Tov. Donc tout le monde est d'accord qu'un veau qui est né Yom Tov, Moutar, donc là il est permis. Et on avait vu parce qu'en fait il était déjà permis, si on faisait la shrita de la mère, on pouvait manger le fœtus qui était dedans. Donc en fait il n'a jamais été mouxé, même Ben Hashmashot. Donc sur un veau qui est né Yom Tov ou un animal qui est né Yom Tov, il n'y a aucun problème puisqu'on aurait pu manger la mère. Donc ça, tout le monde est d'accord, mais Froar Shenolad de Yom Tov, mais un oisillon qui aurait éclos de son œuf Yom Tov, assourd, donc on ne peut pas le manger. Et la Braïta, elle explique Uma et Fresh Benzelazé. Et quelle est la différence donc entre l'oisillon qui est né Yom Tov et un veau qui est né Yom Tov? Donc elle explique Zemouchan Agavimo, ça veut dire le veau, il était mouchan, il était non mouxé, quoi, il était préparé depuis la veille Agavimo. Agav, ça veut dire avec sa mère. Voilà, bishkrita. Si on faisait la shrita de la mère, on pouvait manger le fœtus qui était dedans. Donc, il n'a jamais été mouxé. Venze no muhan agavimo, mais l'œuf, lui, il n'était pas préparé avec sa mère, puisque en tant qu'œuf, il était non comestible. Voilà, ni pour les hommes, ni pour les animaux. Donc, ça, c'est la braïta qui corrobore la vie de Rav, qui interdit. Tanya Kevate di Shmuel. Donc, il a été enseigné comme Shmuel. Avec Rabbi Yochanan, que ce soit la vie de Rabbi Yochanan,
Et donc il dit Egel Shenolad Beyam Tov Mutar. Donc encore une fois, un veau qui est né Yom Tov, il est permis d'être consommé. Le froid Shenolad Beyam Tov, mais un poussin qui est né Yom Tov, Mutar aussi, il est aussi permis. Maïtama, quelle est la raison? Zemouchan Agavimo. Celui-là, donc le veau, il est permis parce qu'il était préparé avec sa mère par la Shrita. Donc voilà, comme on a vu tout à l'heure. Zematir Atzmo Bishrita. Et comme je vous dis tout à l'heure, c'est une logique un peu bizarre, mais ça veut dire Zematir Atzmo, ça veut dire le poussin en naissant. Il se permet, je traduis les mots, il se permet lui-même par la Shrita. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas, on ne pouvait pas lui faire la shrita, donc il était interdit, même s'il était un jour de semaine. Maintenant qu'il est sorti, qu'il a éclos, donc on peut lui faire la shrita et le manger. Donc, comme la raison de laquelle elle est marquée dans la Gemara avant et ici, comme il se permet, on peut le consommer par la shrita, donc on peut aussi ça fait aussi sauter l'interdit de mouxé qu'il y avait sur l'œuf. Et comme je vous dis, la raison, moi je pense que ça veut dire simplement que c'est un autre objet, quoi. Ça veut dire maintenant qu'on peut le manger avec la shrita, c'est un oiseau, c'est plus un œuf. Et l'œuf, il était mouxé, mais l'oiseau, il n'était pas mouxé. Et donc ça, c'est ce qui a marqué, voilà, c'est la méthode. Donc, c'est quoi la halakha? Ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait exactement c'est quoi la halakha entre tout ça. Je pense que j'ai l'impression que le Rambam, il est mahmir. Voilà. Le Rambam, il est mahmir, mais c'est pas clair. Hein. Ça veut dire, bref, tu vois, ça veut dire, c'est le Rif, il a pas voulu, il a pas voulu ramener cette Gemara. Parce qu'en pour deux mots, techniquement, c'est pour savoir pourquoi c'est pas clair comme quoi il est halakha. Parce qu'en fait, on sait que quand il y a une discussion entre Rav et Shmuel, en ce qui concerne les lois, comme on dit, de Kashrut ou de Yom Tov, etc., l'halakha, elle est toujours comme Rav. Donc, normalement, ça devrait être interdit. Mais comme d'un autre côté, on sait que s'il y a une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yochanan, alors la halakha, elle devrait que ça devrait être permis. Or, ici, tu vois, puisqu'on dit c'est Shmuel, et il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan. Donc, bon, là, comme si la Gemara même, elle ne sait pas si c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit ou pas. Donc, en fait, c'est pas clair, en fait, c'est quoi la halakha jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, le Rif, il n'a pas ramené, etc., etc. Il y a des Rishonim qui sont. Voilà, bon, bref, j'en sais rien. Je ne sais pas qui c'est qui pourrait faire la shrita, un petit oisillon qui a éclos aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à manger dedans, mais bon, voilà. Tu vois, bon, bref, donc je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout. Donc, ça, c'est la Gemara. Je ne sais pas s'il y a des rachis, il n'y a pas de rachis. Il y a un Tosfot, petit Tosfot, Egel Shenolad Beyam Tov Mutar, donc c'est le troisième Tosfot de la page, voilà, le dernier vers la fin des petites lignes de Tosfot. Donc il dit Egel, donc avant ça il avait dit que c'est voilà le Tosfot d'avant il dit simplement qu'un chien il mange pas des œufs, voilà. Voilà, donc rien à prendre, mais donc et ensuite donc Egel Shenolad Beyam Tov Mutar, donc un veau qui est né Yom Tov il est permis. Donc Tosfot il pose une question quand même qui est vraie, il dit Vetema. C'est étonnant, Mikol Makom avait Assour Mishum Nolad Kemobetsa. Il demande pourquoi ça ne serait pas Assour comme Nolad, comme un œuf. Ça veut dire la question est la suivante, ça veut dire, en ce qui concerne un œuf qui est Yom Tov, on avait déjà vu, on va le revoir par la suite, que si jamais par exemple quelqu'un il fait la shrita d'une poule Yom Tov et il trouve des œufs dans la poule, il peut manger les œufs, tu vois. Et malgré tout, en ce qui concerne un œuf qui est né Yom Tov, selon l'avis de Beth Shammai, enfin de Beth Hillel, qui interdisent, ils disent ouais, l'œuf il est mouxé, il est nolad, etc. Donc ça veut dire, on voit que même quelque chose qu'on aurait pu consommer, ça veut dire s'il était dans le ventre de sa mère, une fois qu'il est sorti, il prend un problème de nolad parce que c'est un nouveau objet qui n'existait pas avant, quoi. Et donc, ça se fait, tu demandes, donc ça c'est, voilà, c'est pas le cas du poussin, ça c'est le cas d'avant, quoi, c'est le cas de l'œuf qui est né Yom Tov qu'on avait dans la Mishnah. Et donc, ça se fait, il demande, il dit, voilà, donc, comment la Gemara, comment ça va être évident que tout le monde pense que si un veau qui est né Yom Tov, il n'est pas mouxé parce qu'on aurait pu le manger en faisant la shrita de la mer. En quoi c'est différent en réalité d'un œuf qui est né Yom Tov, où on voit que c'est une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, où, voilà, où Beth Hillel y permet, et puis ils interdisent, tu vois, a priori comme Beth Hillel, que voilà, donc normalement le veau aussi devrait être mouxé comme un œuf, tu vois. Ça veut dire au niveau de Nolan. C'est une question, honnêtement, c'est une question. Et tu vois, ça veut dire, la réponse de Tosfot, elle est par contre tout à fait étrange. Ça veut dire, Viyash Lomar, donc il dit, il y a eu de répondre. Donc, ok, je remets mes lunettes pour voir la réponse. Viyash Lomar, Dead, Amrinan, des Shayach, les Messar, Nolad. Donc, il dit, ce qu'on dit que normalement, donc quelque chose, même qui aurait pu être comestible en mangeant la mer, etc., c'est interdit à cause de Nolad.
Aïnou Davka Bedavar Ma'achal, c'est uniquement quelque chose qui peut être mangé. Doumia des perot, anoshrim, comme les fruits qui tombent des arbres, ou mashkin chez ou bien des jus de fruits qui tombent d'un fruit. Aval balechaim lo, mais des êtres vivants, non. Ça veut dire, tu vois, ça, tu veux dire, tu vois, ça veut dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Avant de critiquer, on va expliquer. Ça veut dire, ce qu'il veut dire comme ça. Il veut dire, ok, si vous vous souvenez dans la Mishnah, pourquoi est-ce qu'un œuf qui est Yom Tov, pourquoi est-ce qu'il est moussé? En fait, il y avait plein de théories. Il y avait une théorie qui disait, c'est Nolad. C'est ce que Bilagma avait dit. Ensuite, il y avait Rabat qui avait dit, parce que c'est pas préparé depuis la veille, etc. Et ensuite, on avait vu, il y avait Rav Yosef qui disait c'est parce que c'est comme un jus de fruit qui sort du fruit, ou bien comme un arbre qui tombe, un fruit qui tombe d'un arbre. Et alors, Tosfot, il veut dire, ok, donc a priori, c'est 4 raisons qui n'ont rien à voir. Et donc, si on dit qu'il y a un problème de Nolad, ça devrait être un problème à part entière. Tosfot, il dit, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort, à cause de sa question, a priori, il dit non, mais même si on dit qu'il y a un problème de Nolad, Nolad, en fait, c'est que quand c'est quelque chose qui peut s'apparenter à un jus de fruit ou un arbre, ça veut dire un fruit qui tombe de l'arbre. Et s'il n'y a pas ça, et donc lui veut dire si c'est pas de la nourriture, il n'y a pas de Nolad sur quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Et donc il veut dire un œuf, ce qu'il veut dire c'est qu'un œuf, c'est comme un liquide, tu vois, parce que c'est liquide quand ça naît, quoi, quand ça tombe. Ou bien, tu vois, c'est comme un fruit qui tombe de l'arbre. Mais voilà, donc c'est de la nourriture, quoi. Mais veut dire, par contre, comment dire, un veau, comme en fait c'est quelque chose qui est vivant, donc c'est pas comparable et donc il n'y aurait pas de Nolad. C'est ça ce qu'il veut dire. Maintenant, je veux dire, à mon avis, il y a plein de questions sur ça. Ça veut dire, je me souviens déjà que quand Oswald il avait dit lui-même, une seconde, ça veut dire déjà. Une seconde, déjà. Une seconde. Déjà. Ok, donc je ne vais pas apporter cette preuve-là des trucs, mais ce qui est sûr, c'est que on peut trouver Nolad dans quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Ça c'est sûr. Je vais essayer de chercher la référence si vous voulez. Une seconde, si je trouve une seconde. Ouais, voilà, je vais apporter ça si vous voulez. J'arrive. Et je sais pas si c'est variable aujourd'hui, il est très, je sais pas, très, un peu coopératif. Si je fais un Hollande, j'ai peur de faire Hollande et de. Voilà. Mince, tu vois, il était là et il est reparti. Je vais laisser tomber. En fait que c'est l'Agma dans Shabbat, en tous les cas, dans 29a. Ouais, ça a l'air. C'est bon. J'essaie de chercher un screen, j'arrive. Par exemple, là, ici, ça veut dire un des cas de Nolad, où, par exemple, Marav Yehuda Marav, Masikin Bekelim, c'est-à-dire quand on parlait de faire un feu Yom Tov, où la dit on peut utiliser donc des ustensiles, ça veut dire quelqu'un peut prendre une chaise pour faire un feu, pour faire un barbecue Yom Tov, Ven Masikin Beshivre Kelim. On ne peut pas faire avec un ustensile qui s'est cassé pendant Yom Tov. Et ça veut dire, Divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon y permet, mais même sur ça, enfin, quand l'Agma, je saute un peu, l'Agma, elle explique la raison pour laquelle Vesra Diashmoyan Kamaita, Baïkama Rabbi Yehuda, Mishum de Meikar Akli, c'est parce qu'avant c'était un ustensile, Vashtaché vers Kli, et maintenant c'est un ustensile cassé, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un feu avec, Valet Nolad, parce que c'est Nolad, sourd.
Mais tu vois, donc on voit que la Gemara utilise le concept de Nolad, même d'un ustensile qui s'est cassé et qui est devenu un ustensile. Donc voilà ce que Tosfot dit que Nolad, c'est que sur de la nourriture. Tu vois, c'est difficile. Par contre, c'est possible. Donc, si on veut dire qu'il veut dire Tosfot que c'est que sur des êtres vivants, il n'y a pas de Nolad sur quelque chose qui est un être vivant. Ok, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, faudrait réfléchir. Encore une fois, tu vois, c'est sûr que c'est difficile parce qu'à part un veau, tu vas pas trouver un autre exemple d'un être vivant qui n'est Yom Tov. Mais ok. En tout cas, la question, c'est une question. Ça veut dire, c'est sûr que voilà, pourquoi est-ce qu'un veau, ça serait pas considéré comme Nolad, alors qu'un œuf, ça serait considéré comme Nolad. Non. Ouais, c'est ouais. Ouais, je sais, tu vois, mais bon, ça veut dire, en fait, tu vois, je pense, tu vois, en réalité, que c'est la réponse, ça serait de dire, en fait, que comment dire, un embryon, il est considéré vraiment comme une partie intégrante de sa mère, quoi. C'est un concept qu'on a, c'est Uba Yerachimo, ça veut dire que l'embryon, le fœtus, c'est vraiment une partie de sa mère. Et donc, en fait, c'est comment dire, c'est pour ça, donc, comme la mère, elle est permise, donc ça, c'est permis. Ah, ok, après ça, il est né. C'est pas vraiment comme si quelque chose, il était né, quoi. C'est pas comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui était né, quoi. Alors que, euh, alors que un œuf, c'est quelque chose, tu vois, qui est vraiment plus, voilà, qui a toujours été séparé du corps de la mère depuis le début. Et une fois qu'il tombe, en fait, il devient complètement séparé, quoi. J'aurais dit un truc comme ça. Comme je vous dis, ça veut dire, comme je vous ai dit, qu'en fait, ça veut dire un animal qui, c'est un peu un contre-exemple. Mais tu vois, je sais pas, moi je pense qu'on pourrait s'en sortir plus facilement que. Ça veut dire, comme je vous dis, si, comme on a vu, c'est un peu comme la Gemara l'a cité avant, elle avait dit, imaginons la mère, elle a un problème de santé, elle est TRFA, elle n'est pas cachère. Et l'embryon à l'intérieur de la mère, lui, il est cachère, il est en bonne santé. Tu vois, l'embryon, il est cachère, tu vois, ça veut dire on peut même faire la shrita à l'intérieur du ventre de la mère et le manger, tu vois, comme soit il avait, la Gemara l'avait dit, etc. Donc, tu vois, pour moi, tu vois, je veux dire, c'est pour ça, en fait, on va dire, pour ça, pour moi, ça serait pas nolade, alors que un œuf qui est pondu par un animal qui a un problème de santé, l'œuf, il n'est pas cachère. Ouais, je sais, mais, ah non, non, je sais pas si ça aide vraiment, je sais pas franchement si ça aide. Ouais, je sais pas. Ok, bon, je vais pas chercher plus loin. C'est le cas, on va dire, je vais laisser la question. En tout cas, cette question, elle est de dire, en fait, comment ça se fait, en tous les cas, qu'un embryon, c'est-à-dire un fœtus qui sort, un bébé qui naît, en fait, du ventre d'une vache, alors on va dire, ah, voilà, ça y est, d'après tout le monde, il n'est pas mouxé, ni d'après Beth ni d'après Beth Shammai. On ne dit pas qu'il est nolade, alors qu'un œuf, on dit qu'il est nolade. La seule réponse qu'il a à dire, c'est de dire qu'il n'y a pas de nolade sur un animal vivant. Non, c'est pas de qui sort ça, etc. Et comme je vous dis, a priori, on voit qu'il y a Nolan sur des objets. Donc voilà, maintenant je ne sais pas plus que ça. Je vais pas aller plus loin, mais je ne vais pas le préparer plus, donc je ne vais pas vous embêter plus que ça. En tous les cas, bon, ça c'est voilà. Donc voilà, je pense que voilà, maintenant on rentre dans une autre braïta, donc on avance avec moi. Donc voilà, donc on nous dit, donc, on nous dit Tano Aban. Donc alright, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Je pense que c'est Tanoura Banane. Tanoura Banane. Nos maîtres nous ont renseigné. Donc voilà, j'espère que vous savez où c'est. Parce que là, au niveau du comptage des lignes, allez, je fais quand même 2, 4, 6, 8. Voilà, j'arrête de compter. C'est trop compliqué. Je pense que tu vois, par contre des petites lignes, tu vois, ça serait la manière la plus facile. Mais je pense, allez, je fais 2, 4, 6. 18. C'est quoi? 18 à partir du haut. Ok, 18 à partir du haut, au milieu de la ligne. Tanoura Banane. La ligne qui commence par le mot matir et qui se termine par le mot effroir. Et donc, on est au milieu de la ligne. Donc, Tanou Rabanan, nos maîtres nous ont enseigné. Donc, Efroar chez Nolad Yom Tov. Donc, encore une fois, un oisillon qui est de Yom Tov, assourd. Ok, c'est interdit. Donc cette braïta, c'est l'opinion de celui qui est interdit parce que ça serait, voilà, parce que c'était mouxé, comme on a vu, la raison, c'est parce qu'il était mouxé à l'entrée de Shabbat en tant qu'œuf. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, Af bechol assour. Il dit même un jour de semaine, on ne peut pas manger un oisillon qui est né le jour de sa naissance. Les fiches Elon Iftechu Enav, parce qu'il n'a pas encore ouvert les yeux. Okay? Et donc, L'Agma va expliquer plus qu'est-ce que ça veut dire juste après. Donc voilà, je lis la suite.
Keman Azla Adetania, comme quel avis, Keman Azla, sur quel avis ça suit Adetania, ce qui est enseigné dans la Braïta. Les Chol Sheretz Ashores Alaretz, ça veut dire, donc il y a un verset qui dit ne vous impurifiez pas sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc pourquoi il y a marqué tous les reptiles, les rabots, Efrochim, c'est pour ajouter, inclure les oisirs. Shelo Niftechu Enehem, qui n'ont pas ouvert leurs yeux, et qu'ils seraient donc considérés comme des reptiles qui rampent sur la terre. Et donc, elle m'a dit Keman, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et ça suit l'opinion de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ok, donc ça veut dire ça, c'est ce que l'Agma veut dire. Donc, ça veut dire, l'Agma veut dire qu'a priori, il y a un problème. Donc, un oisillon qui n'a pas ouvert les yeux, il y aurait un interdit de le manger parce que ça serait considéré comme un insecte, ou comme un reptile ou quelque chose comme ça. Mais quand l'Agma, elle va dire que, je ne sais pas si ça sorti, il va le ramener, mais c'est quoi un interdit rabbinique, quoi. C'est pas Midoraita. Ça veut dire, parce que ça peut pas être un interdit de la Torah, parce que sinon, comment est-ce qu'il deviendrait permis si jamais il ouvre les yeux, quoi? Ça veut dire, tu vois, on n'a jamais vu un insecte, tu vois, que ça veut dire, il se transforme en non-insecte, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire, tu vois, c'est tout, je veux dire. Donc, voilà, c'est tout, je veux dire, c'est tout. Il faut pas, voilà, mais bon, ok. Tu vois, ça veut dire. C'est-à-dire, si c'était des Horaïta, ça veut dire il y aurait beaucoup. Ça veut dire, ça serait encore une fois, ça serait quelque chose qui permettrait de prouver beaucoup de choses au niveau du clonage, etc. Parce que ça voudrait dire, en fait, voilà, même si tu as le même objet, le même animal, mais il change de forme, alors il devient cachère. Donc, tu vois, tu pourrais dire, voilà, donc ça veut dire, en fait, c'est pas la viande qui est pas cachère, c'est juste la forme de la viande, tu vois. Et donc, si jamais tu clones du porc, comme en fait, ça pas, si tu veux, la forme d'un porc, quoi, si tu veux, c'est que de la viande de porc, en fait, tu vois, ça serait pas interdit, quoi, tu vois, mais tout ça, mais on pourrait apporter peut-être une preuve comme ça, mais en tous les cas, l'idée, c'est que, de toutes les façons, c'est que dans le rabbinique, ça veut dire, l'Agma, elle dit là-bas, je sais plus qui, je sais pas si Rachid même va le dire, mais en tous les cas, ça veut dire, c'est sûr que c'est pas un reptile qui rentre sur la terre, quoi, je veux dire, mais ça voudrait dire que ça ressemble à un reptile qui rentre sur la terre, et ça veut dire, je pense que le décret serait de peur que quelqu'un va manger un oisillon qui est, ça veut dire voilà un œuf où il y a déjà un embryon en formation, et ça, il y aurait un interdit, tu vois, peut-être de la Torah. Donc c'est pour ça en fait qu'on interdit même quand il est né, tant qu'il n'a pas ouvert les yeux. Ça, tu vois, c'est ce qui se passe. Maintenant, moi, le problème que j'ai avec ça, ça veut dire, je veux dire, ça veut dire, parce que le problème pour moi, je veux dire, c'est pas par rapport en fait à la Shrita ni rien, c'est pour moi le problème, c'est par rapport à Yom Tov. C'est-à-dire que en fait, parce que l'histoire, pour moi, ça veut dire, si on reprend l'histoire, donc l'oiseau, le poussin dans la coquille, il est mouxé d'après tout le monde. Ça veut dire, si il est clopard, il est mouxé parce qu'il n'est pas mangeable ni par un animal, ni par un homme, etc. Après, l'idée, ça serait de dire, en fait, voilà, une fois qu'il naît, selon celui qui permet, c'est parce qu'en fait, tu dis, voilà, maintenant, c'est un nouveau truc, c'est un nouvel objet qui n'était pas mouxé le vendredi soir. Parce qu'en fait, si tu veux, il était, comment dire, voilà, c'est un oiseau maintenant, c'est plus un œuf. Mais maintenant, le truc, c'est que tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, et là, il est mouxé, tu vois. Et ça veut dire, puisque là, tu ne peux pas dire qu'il est permis par la Shrita, et le fait qu'il soit permis par la Shrita, ça en fait ça fait sauter la date de mouxé. La date de mouxé, il viendrait que plus tard, il sauterait que plus tard quand il ouvre les yeux. Et pour moi, la question, c'est que ça veut dire, si tu veux, ça rentre dans un problème qui est, tu vois, c'est une souga, tu vois, dans Bessa, qui se demande est-ce qu'il y a mouxé le Hatsi Shabbat, ça veut dire, est-ce que quelque chose, ça peut être, si quelque chose a été mouxé pendant une période de Shabbat, est-ce que ça reste mouxé tout le Shabbat ou pas, tu vois. Ça, si tu veux, c'est un safek dans la Gemara. Non, je ne savais pas, tu vois, ça veut dire, à mon avis, ouais, je vais pas chercher. Je pense, tu vois, que et en fait, si tu veux, bon, pour moi, pourquoi ça me pose un problème? Parce qu'en fait, ça veut dire la svara de dire que si on dit, à la fin, la lacha, elle est que en mukse le Hatsi Shabbat, ça veut dire que si quelque chose, en fait, vas-y, oui, on peut regarder 2 secondes. Moi, je vais essayer de la trouver, je vais essayer de retrouver ça. J'espère que c'est pas plus collaboratif.
seconde. C'est l'agma dans Betsa, dans Daf Kav Vav Amudbet, où l'agma elle amène Bae Mine Hillel Merava, Yesh Mukse le Chasi Shabbat, Oen Mukse le Chasi Shabbat. Ça veut dire, l'agma demande est-ce que quelque chose ça peut être mukse pendant une partie du Shabbat et ne plus être mukse par la suite. Et l'agma dit Chidame, à quoi ça ressemble? Ben si jamais on pouvait le manger ben hashmashot, donc voilà, et c'est pas mouxé. Idélo et si jamais c'était pas mangeable ben hashmashot, c'était mouxé ben hashmashot, donc voilà, c'est mouxé. Donc la dit dans l'autre c'est quoi le doute? C'est quelque chose qui à la base n'était pas mouxé à l'entrée de Shabbat, Vadar itré, et ensuite c'est devenu quelque chose qui était disqualifié, comme ils ont dit, ça veut dire quelque chose qui est devenu mouxé pour une raison ou pour une autre. Vazar écrasé, et ensuite il est redevenu non mouxé. Le cas normal, ça serait en fait, c'est des figues à sécher, qu'on a mis à sécher, qu'ensuite il n'a plus dessus. Et donc à la base, elles étaient mangeables, mais il n'a plus dessus, et donc elles étaient non mangeables, ensuite elles sont redevenues mangeables parce que ça a séché ou un truc comme ça. Marle Yesh Mouxé, il lui a répondu Yesh Mouxé. Et bon, l'agma elle apporte, tu vois, l'agma elle apporte une preuve, elle dit Etive, Veshavin Shimnola Dumomo Imo Shezemina Mouchan. L'agma elle parle donc d'un Bechor, d'un premier-né qui est né Yom Tov, mais qui avait un défaut au moment de la naissance, donc il est mangeable même pour quelqu'un, par tout le monde, par le Kohen, donc c'est pas un korban. Donc là, il serait pas moussé. L'agma demande Va'amai, et pourquoi Nima Aï Bechor Mekara Ava Chazé Agavime. Donc ça veut dire ce Bechor, quand il était dans le ventre de sa mère, ok, il n'était pas mouxé, donc le vendredi soir, à l'entrée de Yom Tov, il n'était pas mouxé. Quand il est né, il est devenu mouxé parce qu'il fallait qu'on vérifie s'il a un défaut ou pas, puisque s'il n'avait pas de défaut, on ne pouvait pas le manger puisqu'il devait être apporté comme korban à Hachem. Arzeye le Chacham, une fois qu'on l'a montré à Chacham, Ishtarele, il devient permis. Et donc, comment ça se fait qu'on peut le manger puisqu'il y a une période où il n'était pas mouxé, où il n'était pas comestible. Abaye Timarav Safra, elle dit, Abaye dit Rav Safra que Gon de Yadve Daine Atam, c'est quand les juges, ils étaient là au moment même où il est né et ils ont vu qu'il avait un défaut et donc c'est pour ça en fait que là il n'est pas mouxé. Mais si jamais les juges ils n'avaient pas été là au moment de la naissance pour constater qu'il avait un défaut, alors il aurait été mouxé parce que Yesh Mouxé le Hatzi Shabbat. Et bon, pour moi, tu vois, c'est à moi la vraie question, c'est, tu vois, je sais pas, j'ai pas vu, et honnêtement, j'ai pas cherché trop non plus. Mais pour moi, il y a clairement une question avec cette Gemara sur notre gars, quoi. Ça veut dire que si jamais, tu vois, et notre gars, ça veut dire. Alors, c'est vrai que c'est une discussion, ça veut dire, il y a un deuxième Michael Amré et tout ça, mais déjà, l'Agma aurait dû apporter quand même, tu vois, ça veut dire, c'est une discussion, l'Agma va ramener un deuxième avis qui ne pense pas comme ça, etc. Mais ce que tu vois, d'abord, il y a deux choses, c'est que quand tu regardes dans la halakha, elle est vraiment que En Mouxé le Chatzi Shabbat, mais même quand tu regardes dans le tour, dans le Mishnah Berurah, quand il dit pourquoi il n'y a pas de Mouxé le Chatzi Shabbat, c'est parce qu'on dit puisque c'était apte de le manger, où il n'était pas Mouxé à l'entrée de Yom Tov, donc même si après il y a une période de Yom Tov où il devient Mouxé, si ce problème disparaît, comme le cas du Bechor, qu'on voit qu'il a un défaut, normalement il devient maintenant mangeable, alors il est plus Mouxé parce qu'à l'entrée de Yom Tov, il n'était pas Mouxé. Mais dans notre cas à nous, c'était un œuf, c'est beaucoup plus pire, tu vois, c'est-à-dire que si à l'entrée de Yom Tov, il était mouxé, simplement parce qu'il était en tant qu'œuf, il est mouxé. On a vu que c'est pas de la nourriture humaine, toi, tu veux le permettre, parce que tu vois là maintenant, c'est un oiseau. Alors, ok, c'est un nouveau item, donc ça n'existait pas avant Yom Tov, c'est pas Nolad pour une raison ou pour une autre, mais et comme on pourrait le permettre avec la shrita, donc il n'est pas mouxé. Mais si tu dis, oui, mais tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, on ne peut pas lui faire la shrita, il est mouxé. Donc là, c'est vrai, tu vois, c'est mouxé le Chatzi. Déjà, c'est sûr que c'est mouxé le Chatzi Shabbat et c'est déjà un problème, c'est une discussion. Et comment ça se fait que la Gemara, si elle ne se pose pas le problème, etc. Mais en plus, moi, je pense que même selon celui qui permet, ici, tu ne peux pas appliquer la logique de dire que puisqu'il n'était pas mouxé, puisqu'il était permis la veille de Yom Tov, alors il va être il ne peut pas devenir mouxé pendant Yom Tov puisqu'avant Yom Tov, il était mouxé au fond, où il n'existait pas, tu vois. Donc, sur quel ground tu vas
tu peux dire, ah, voilà, non, il n'est pas mouxé maintenant, tu vois. Et là, j'ai pas vu, en tous les cas, je n'ai pas vraiment cherché honnêtement, mais dans les Mefarshim classiques, j'ai l'impression que personne pose la question, tu vois. Alors pour moi, c'est une question, je sais pas, évidente, tu vois. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de chercher plus loin, donc je vous pose la question comme ça veut dire, par exemple, vous avez deux questions bonus, une question sur Tosfot qui dit qu'il n'y a pas de nolad que que sur de la nourriture, alors qu'on voit clairement la Gemara dans Shabbat qui dit qu'il y a nolad sur un ustensile qui se casse pendant Yom Tov et qu'à cause de ça, on ne peut pas l'utiliser pour faire du feu. Et deuxièmement, tu vois, ça veut dire aussi la Gemara qui semble dire que l'oisillon, tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, on ne peut pas lui faire la shrita, et donc, à mon avis, il devrait être mouxé pendant ce moment-là. Et après ça, donc maintenant la question est, une fois qu'il est devenu mouxé au moment de sa naissance, pendant Yom Tov, comment le mouxé il s'en va, quoi. C'est la question. Je sais pas, et la Gemara, alors voilà, je sais pas, la Gemara, elle ne semble pas, pour une raison ou pour une autre, elle ne pense pas poser la question. Peut-être parce que c'est qu'à l'intérieur rabbinique, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Ou bien, tu vois, c'est possible parce que si tu veux, en fait, pour être honnête avec vous, il y a Tosfot dans la page d'avant, il avait peut-être posé la question. Je sais pas, si vous tournez la page, tu vois, vous revenez sur la page 6a, et il y a un Tosfot, tu vois, on l'avait fait rapidement. Il avait dit, quand il avait parlé de Efroar Shenolat de Yom Tov, c'est un tout petit Tosfot qui fait une ligne, quoi, qui est, donc c'est le quatrième Tosfot, quoi, en partant du haut, qui fait, voilà, une ligne. Il disait là-bas, Niré Lomar, il semblerait de dire d'Itramé qu'on parle dans un cas où, chez Niftechu Enav Ayom, que ses yeux se sont ouverts aujourd'hui, Deilo Niftechu Enav, parce que si ses yeux ne s'étaient pas ouverts, Kaimalan, la filou Bechol Assour, ça veut dire on sait de la halakha que même le jour, même un jour de semaine, ça aurait été interdit. Et a priori, tu vois, Tosfot, il vient rien nous apprendre par rapport à ce que la Gemara va dire juste après. Donc, tu vois, ça veut dire, moi, j'aurais voulu dire dans Tosfot, tu vois bien que c'est pas ce qui est marqué, que Tosfot, il veut dire qu'on parle que l'oisillon, il a ouvert les yeux avant de sortir de la coquille. Tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. Quand tu dis ayam, ça veut pas dire, ça veut dire, tu vois, je me dis que c'est peut-être ce que ça veut dire, parce que sinon, Tosfot, il n'a pas de sens, tu vois, puisque ce qu'il dit, c'est exactement ce que l'Agma a dit après, tu vois, qu'il ne nous apprend rien par rapport à ce que l'Agma a dit dans la page d'après. Mais bon, il dit ayam et tout ça, et c'est pour ça que je pense que tu vois, voilà, j'aurais dit peut-être ça m'étonnerait pas si tu fais un peu de la recherche et que, en fait, il faut enlever le ayam et que ça serait simplement que Nifteru Enav tout court, qu'il avait les yeux ouverts avant de sortir de la coquille, et c'est ça ce que Tosfot il veut dire à cause du problème de, donc c'est les Hatzi Shabbat, mais bon, je suis pas sûr encore une fois, voilà, c'est des idées vraiment quand on fait la préparation, voilà, sauver. Voilà, ouais, donc, voilà, donc, j'avance avec Mara, donc j'avance avec Mara. Ok, donc en tous les cas, voici, donc Mara nous a dit une halakha a priori qui est, voilà, Stam, comme quoi, a priori, comme je vous dis bien que la Gemara cite un verset de la Torah, comme quoi un oisillon qui n'aura pas ouvert les yeux, on n'aurait pas le droit de faire la shrita, et donc ce ne serait pas comestible. A priori, c'est dans le rabbinique, et la Gemara ne semble pas voir de ça un problème pour le rendre mouxé, peu importe la raison, on ne sait pas exactement. Ok, donc maintenant, je peux voilà. Et donc, ok, donc la Gemara, donc ok. La Gemara maintenant, je ne sais pas s'il y a un rachis sur ça. Il y a un seul rachis, les filles chez l'Oniftechu Enav. Donc, c'est la première petite ligne de rachis en partant du haut. Donc, chez les filles chez l'Oniftechu Enav, parce qu'il n'a pas ouvert ses yeux. Veitravé le Isura, et donc on l'inclut dans l'interdit. Ça veut dire qu'il devient interdit. Donc, Mikol Asheretz, ça veut dire du fait qu'il y a marqué tous les reptiles. Ashoreletz Alaretz, qui rampent sur la terre. Kedel Kaman, comme l'Agmara va le dire juste après. Voilà. Et donc, je sais pas, donc c'est pas Tosfot ici qui le dit, mais c'est la Gemara en fait là-bas, elle dit que c'est que dans rabbinique. Ça ne peut pas être l'interdit de la Torah. D'abord parce que c'est pas un reptile qui rampe sur la terre, et parce que voilà, et parce que si jamais il était interdit de la Torah, pourquoi s'il ouvre les yeux, il devient permis, quoi. Comme si tu veux dire un lézard qui ouvre les yeux, il est permis. Tu vois, ça veut dire, voilà, ok. Donc maintenant, maintenant la Gemara va rentrer sur une braïta. Ok, ok, donc Amar, donc voilà, donc ok, Amar Ravuna. Donc on est, c'est plus facile de compter les lignes, c'est 2, 4, 6 lignes avant, 6 lignes avant les grandes lignes de la Gemara, voilà, et c'est le premier mot de la ligne. Amar Ravuna. Donc Ravuna, il dit nom de Rav. Betsa Emietseata Nigmera. Donc, a priori, c'est Ravuna, il dit au nom de Rav, un œuf, il sort, il est fini, c'est quand il sort qu'il est fini. Ok, donc la Gemara, elle se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc tout ça, ça va essayer d'expliquer. Donc c'est une phrase énigmatique, on ne sait pas ce qu'elle veut dire.
Alors, donc la Gemara demande Ma imietsiata nigmera. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Rav en disant qu'un œuf, quand il sort, il est fini? Alors, ilima, si on va dire imietsiata nigmera ou muteret leochla bechalav, peut-être que ça veut dire que c'est un œuf quand il sort de la poule, il est terminé et c'est à ce moment-là qu'on peut le manger avec du lait. Mais si jamais on aurait trouvé un œuf dans le ventre d'une poule en lui faisant la shrita, cet œuf-là, en fait, on ne pourrait pas le manger avec du lait. Et ça serait ça le chidouche. Donc, on m'a dit, ok, abime ima asura, le ochla bechalav, et ça viendrait nous apprendre que bim ima, quand il est dans les entrailles de sa mère et qu'on aurait fait la shrita, asura, le ochla bechalav, on ne peut pas manger cet œuf avec du lait. Et la Gemara dit c'est impossible d'expliquer ça puisqu'on sait que la halakha, elle n'est pas comme ça. Elle dit Vatania, au contraire, il a été enseigné dans une braïta. Ashdochet et Tatarnegolet, si quelqu'un donc il fait la shrita d'une poule, ou Matsava Betsim Gemorot, et il a trouvé dans la poule des œufs terminés, Mutarot, le Orlan Bechalav, on peut les manger avec du lait. Ok, donc c'est pas ça ce que Rav il a voulu dire. Ok, donc on tente autre chose. Et là, Imietsiata Nigmera, ça veut dire qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant que l'œuf il est terminé quand il sort. Au Moutet, le Orla Yom Tov. Il voudrait dire, en fait, et on peut le manger Yom Tov. Ça voudrait dire simplement, voilà, un œuf quand il sort, il est pondu, il est fini, ça veut dire, voilà, il est caché, on peut le manger, même Yom Tov. Voilà, comme ça veut dire, comme Bet Hillel ou Bet Shammai, comme Bet Shammai. Ok, ouais, ou bien, je ne sais pas si je vais l'inverser les noms ou pas, mais peu importe. Enfin, bref. Voilà, ça serait permis de le manger. Ok. Ok. Ok, donc la Gemara elle va dire une seconde. Ok. Abimehima sour alors là. Donc la Gemara elle va dire si c'est comme ça voudrait dire aussi, puisqu'a priori Rav il ne peut pas simplement répéter ce qui est marqué dans la Mishnah, de dire qu'on peut manger un œuf qui est né Yom Tov, selon celui qui permet. Et s'il voulait dire par exemple la halakha est comme celui qui permet, il aurait dû dire la halakha est comme celui qui permet. Tu vois, mais sinon, on ne peut pas juste répéter un cas de la Mishnah en disant, voilà, un œuf, il est fait, en disant une autre terminologie, comme s'il voulait nous apprendre une halakha. Donc, il veut nous apprendre quelque chose qui n'est pas marqué dans la Mishnah. Donc, qu'est-ce qu'il voudrait nous apprendre? Ça voudrait dire, Abimeima Asura Leorla, Yom Tov. Ça voudrait dire que si jamais quelqu'un il fait la shrita d'une poule pendant Yom Tov et il trouve des œufs dans la poule, on ne pourrait pas manger ces œufs. Et ça, on sait que c'est faux, puisque encore moins, là, il n'y a aucune. Voilà, c'est moutard par la mer. C'est plus moutard de manger l'œuf dans la poule que l'œuf qui est pondu Yom Tov. Donc là, elle dit, ok, Vatania, n'est-ce pas qu'il a été enseigné dans une braïta, Ashochet et Tatarnegolet, si quelqu'un a fait la shrita d'une poule, ou Matsaba Betim Gemurot, et a trouvé des œufs terminés dedans, Mutarot Leochan de Yom Tov, on peut les manger pendant Yom Tov. Ok, donc maintenant ici, la Gemara va dire un truc bizarre, ça veut dire qu'il va falloir interpréter. Veritema Kamash Malan, et si tu vas me dire que Rav, il est venu nous apprendre quelque chose de Braïta, Maïdelo Hashmoina de Matnitin. Que Rav, il serait venu nous apprendre quelque chose dans la Kamash Malan de Braïta, ça veut dire, ou ça veut dire l'auteur de la. Ça veut dire l'auteur de la Braïta, pardon, il est venu nous apprendre quelque chose qui n'est pas dans la Mishnah. Ce qu'il voudrait dire, c'est qu'en fait, ça veut dire cet avis-là qui dit en réalité que si quelqu'un il fait la shrita, il trouve des œufs dans une poule, il peut les manger. En fait, ça serait uniquement l'avis de celui. Ça serait uniquement. Deux secondes. Ça serait l'avis de celui qui pense qu'un œuf pondu Yom Tov, on peut le manger. Et maintenant, Rav, qu'est-ce qu'il voudrait dire avec ça? Et Rav, j'ai oublié de regarder Rav, mais c'est vraiment bizarre. L'initiative enigmatique que j'ai à ça, Ce qui voudrait dire, on va dire, pour dire en plus simple comme Rachid veut dire, ça voudrait dire, grosso modo, c'est possible que cette braïta, elle n'est pas correcte. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, cette braïta qui permet à un œuf qui se trouverait dans le ventre d'une poule, si on fait la shrita de la poule pendant Yom Tov,
ça ne serait pas l'avis de l'auteur de la Mishnah et ça ne serait pas en fait quelque chose sur lequel on doit se baser halakhiquement. Et c'est pour ça que Rav, il est venu justement contredire cette braïta et dire que non, en fait, qu'un œuf, il est kasher, même selon celui qui permet de manger un œuf qui est né Yom Tov, c'est uniquement s'il est pondu Yom Tov, et pas si jamais on le trouve dans le ventre de la mère Yom Tov. Quelle serait la logique là-dedans? Ça, c'est plus compliqué, puisque, tu vois, a priori, un œuf qui est pondu, il est plus mouxé ou nolade qu'un œuf qui est dans le ventre de la mère. Mais la raison, à mon avis, tu vois, ça veut dire, je m'avance en disant ça, on va dire, c'est pour dire quelque chose, ça veut dire que la raison, ça serait à cause de Achana des Rabbah. Ça veut dire que l'idée, ça veut dire que si un œuf, il est pondu Yom Tov, tu peux dire qu'en fait, il était déjà, comment dire, terminé la veille. Donc, en fait, si tu veux, il n'a pas été préparé, ça veut dire, ou plutôt, ouais, ouais, ça veut dire il était déjà préparé depuis la veille. Mais alors que si jamais l'œuf il était dans la poule, peut-être en fait qu'il n'était pas terminé depuis la veille, et donc en fait il y aurait un problème de hachana, un truc comme ça. Tu vois. Parce qu'on avait vu en fait qu'il y avait une logique comme ça, de dire que un œuf qui est né un jour, le jour même, certainement il était fini déjà depuis la veille, donc il avait été préparé avant Yom Tov, si tu veux. Par contre, s'il n'a pas été, il n'est pas pondu, donc peut-être qu'il n'était pas vraiment fini, et donc il n'était pas préparé depuis la veille de Yom Tov. Ça serait ça, on va dire, l'idée comme ça, si on veut dire une idée. J'avance, tu vois, j'avance. Ok. 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 Une seconde. Donc, encore une fois, ça voudrait dire, il vient nous enseigner dans la Braïta quelque chose qui n'est pas dans la Mishnah, et ça voudrait dire, à mon avis, je vais devoir changer, je pense comme ça voudrait dire, et donc la Braïta, elle est fausse. Et donc, en fait, Rav, il viendrait nous dire, non, en fait, cette Braïta, elle est fausse, et même si on permet un œuf qui est pondu Yom Tov, on ne permet pas si on le trouve dans le ventre de la mère. Et la raison, ça serait parce qu'il n'était pas préparé depuis la veille, il y aurait un problème de Ran des Rabbah. Et sur ça, l'Agma a dit, ça, mais malgré tout, c'est quand même marqué dans la Braïta. C'est-à-dire, cette Braïta, a priori, elle est elle-même dans la Mishnah. Ça veut dire, elle corrobore la Mishnah. Et donc, Rav, il ne pourrait pas aller contre cette Braïta et interdire des œufs qui sont trouvés dans le ventre de la poule. Ce qui dit, donc a priori, ce serait ça l'idée de Hanamitanina. Ça aussi, ça a été enseigné. Mais ça, chez Nolda de Yom Tov, puisqu'on nous dit, un œuf qui est né Yom Tov, Bet Shammai Omrim Teachel, Bet Shammai disent on peut le manger, ou Bet Hillel Omrim Lo Teachel, et Bet Hillel disent on ne peut pas le manger. Et on peut déduire de la Mishnah du fait que la Mishnah, elle a parlé que d'un œuf qui est pondu Yom Tov, que en fait, si jamais il est trouvé dans le ventre de la poule, tout le monde serait d'accord qu'on peut le manger. C'est ce que je pense que la veut dire. Elle veut dire Vadkan l'opéligé Bet Shammai ou Bet Hillel. Ça veut dire jusque-là, il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et la Benolda, ça veut dire que la Mishnah elle a parlé du cas de l'œuf qui a été pondu Yom Tov. Et donc c'est là où il y a une discussion. Mais on peut en déduire, Aval Bimei Iman, mais que si les œufs ils ont été trouvés dans le ventre de la mère, Divra Kol Sharian, d'après tout le monde, ça serait permis. Et donc encore une fois, ça veut dire comment Rav, il pourrait dire que non, l'œuf il est permis qu'une fois qu'il est pondu. Voilà. Voilà. Et donc, elle veut dire, même si tu vas me dire, elle veut dire, Vechitema, et si tu vas me dire qu'il n'y a pas de preuve de la Mishnah, Bet Hillel a filou b'meiman nami asre, que Bet Hillel, quand ils interdisent l'œuf qui est pondu Yom Tov, ils interdisent même quand il est dans le ventre de la mère. Va des katane nolda, et pourquoi on nous a parlé du cas d'un œuf qui est pondu Yom Tov, et on dit Hakohan de Bet Shammai, c'est pour nous apprendre la force de Bet Shammai, la filou nolda, que même si l'œuf il est né nami shaou, là, Yom Tov, ils le permettent. Mais elle dit non, mais la dit c'est impossible. Et la Had et Tania, Ashochet et Tatane Golet. Mais si c'est ainsi, la Braïta qui dit que si quelqu'un il fait la shrita d'une poule ou Matsaba Bessim Gemurot, il a trouvé des œufs entiers dedans, Moutarot, ils sont permis, leur clan de les manger, Yom Tov, Mani, qui sait, quel avis ça suit, le Bet Shammai et le Bet Hillel. C'est ni Bet Shammai ni Bet Hillel. Ça veut dire ça doit bien suivre l'avis de quelqu'un. Ça veut dire, l'idée c'est que selon Bet Shammai, c'est permis même si l'œuf il est pondu. Donc on aurait dû nous dire un œuf si quelqu'un fait la shrita d'une poule, il peut et qu'il trouve des œufs dedans, ils sont permis. Et si les œufs ils ont été pondus, ils sont aussi permis. Alors la Mishnah, la Braïta, du fait qu'elle a parlé que des œufs qui sont dans le ventre d'une poule, ça voudrait dire que s'il est pondu, ils seront mouxés, comme Bet Hillel.
Et donc on voit de là que selon Beth Hillel, même si l'œuf il est pondu Yom Tov, il est interdit, mais s'il est trouvé dans le ventre de la mère, il est permis. Et donc, ça veut, grosso modo, ça veut dire que tout le monde permettrait un œuf qui est trouvé dans le ventre de la mère pendant Yom Tov. Et donc, grosso modo, ça veut dire, l'idée c'est, on peut pas, ça veut dire, après, ça veut dire, l'idée c'est que l'enseignement de Rav qui dit qu'un œuf il est fini que quand il sort du ventre de la mère, alors ça veut dire, ça peut pas parler en ce qui concerne le manger avec de la viande, de manger avec du lait, parce que ça, on voit que c'est une braïta qui dit que c'est permis de le manger avec du lait, même si on le trouve dans le ventre de la mère. Ça ne peut pas parler non plus de dire qu'on ne peut pas le manger le jour de Yom Tov, si jamais on a fait la shrita de la poule Yom Tov, puisque, en fait, selon le calcul que la Gemara fait, elle dit d'après tout le monde, en réalité, un œuf qui serait trouvé dans le ventre d'une poule Yom Tov, il serait permis, même selon Beth Hillel qui pense que quand il est né Yom Tov, il est mouktsé, quand il est trouvé dans le ventre de la mère, il est permis. Donc en réalité, donc c'est sûr que c'est pas ça que Rav il est venu nous apprendre en disant qu'un œuf quand il sort de la poule, il est terminé. Ça c'est ce qui sort. Maintenant la déduction de la Mishnah au milieu, etc. avec la Braïta, c'est un peu cafouilleux. Ça veut dire, oh, putain, on va le revoir sûrement après avec Rashi, etc., etc. Mais l'idée principale, en tous les cas, elle est claire. Grosso modo, c'est de dire tout le monde est d'accord que ce soit Beth Hillel ou Beth Shammai, qu'un œuf qui est trouvé dans la poule Yom Tov, il est permis. Donc c'est pas ça ce que Rav il est venu nous enseigner. Donc finalement, la Gemara elle dit, elle nous dit qu'est-ce que Rav il est venu nous enseigner. Et là, Initiata Nigmera, qu'est-ce que ça veut dire que l'œuf en fait il sort, c'est quand il est sorti de la poule qu'il est permis. Nigmera, Omegadel et Efrochim, ça veut dire qu'on peut, grâce à ça, ça veut dire un œuf il peut devenir un oiseau, un oisillon, que s'il est sorti du ventre de sa mère. Bimeima, mais si jamais en fait c'est un œuf quand on a fait la shrita d'une poule, on l'a trouvé, et en fait, on l'a trouvé, voilà, on l'a sorti du ventre de la mer. Alors, Enam Megadelet Efrochim, c'est même si jamais on le fait couver par une autre poule, il ne va jamais devenir un oisillon. Ça veut dire, c'est ce que ça l'idée. Les Maïtav Kamina, ça veut dire, alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir que si un œuf qui n'a jamais été pondu, il ne peut pas faire sortir un oisillon. Les Mekar Homemkar, c'est pour le business. Ça veut dire que, ça veut dire que si jamais quelqu'un y vend, si quelqu'un il veut vendre des oisillons, il veut vendre des oiseaux, il vend des œufs pour qu'ils puissent faire des oiseaux qui peuvent grandir en tant que poussins. Il ne peut pas vendre des œufs qui en fait ont été trouvés dans le ventre de la mer, parce qu'on a fait la shrita de la mer, ou que la mer elle est morte et qu'on a trouvé les œufs dans le ventre de la mer, quoi. Puisque ces œufs-là, ils ne seront jamais féconds, quoi. Ils ne vont jamais devenir des poussins. Ça veut dire Kiaouda Marley, comme ce cas-là, ou celui qui a dit, grosso modo, sûrement c'est quelque chose qui devait arriver souvent au marché, où les gens ils disaient B des parias, les man. Qui c'est qui a des œufs, des parias, donc Rachid explique d'un animal vivant qui sont nés, tu vois. Et donc il dit que dans un cas comme ça, il y a à vous les baies et des shruta. Si jamais on lui a donné donc des œufs qui avaient été trouvés dans un animal duquel on avait fait la shrita, et donc c'est ça ce qui s'est arrivé, donc c'est un cas qui est arrivé. Attends le kamé de Rabbi Ami, donc il est allé devant Rabbi Ami, Amaléou Mekar Taoutou. Il m'a dit voilà, c'est un Mekar Taout, parce que c'est des œufs qui ne peuvent pas être féconds. Et toi, tu as demandé, quand quelqu'un lui demandait je veux des œufs qui sont des œufs vivants ou des œufs d'un animal vivant. Donc c'est sûr que en fait la raison pour laquelle il voulait des œufs d'un animal vivant, c'est parce qu'ils peuvent être féconds et faire des poussins. Vada Maléou, Mekartaoutou, ok, et Vada Pshita. La Gemara elle dit mais quand même c'est évident, pourquoi est-ce que Rav il a besoin de nous apprendre ça si on sait vraiment que c'est comme ça? Dans ce cas, la Gemara elle dit Maoud et Tema, ça veut dire le chidouche c'est de nous dire quoi? C'est qu'est-ce que j'aurais pu penser? Aïla Chila Kae. Ça veut dire c'est un type quand il achète des œufs au marché en général c'est pour les manger. Va il avoir des parias et quand lui dit qu'il veut des œufs vivants, mais choum des srivan, ça veut dire parce qu'ils sont frais j'imagine. Srivan, c'est parce que j'ai dit c'est vrai ils sont le contraire d'être frais. Ça veut dire ils ont été bien ils sont finis quoi. Ça veut dire et donc en fait ça c'est pas des œufs qui sont bons à manger quoi. Il semblerait qu'au niveau même quand l'œuf il sort de la poule en fait ça veut dire il devient meilleur quelque part etc.
Et donc, et donc en fait, donc lui, ce qu'il voulait des œufs vivants, c'était pour des œufs d'une poule vivante, c'était juste parce qu'ils étaient meilleurs au goût, quoi. Et donc l'agma a dit, ok, mais il a quand même roulé, tu vois. Mais l'ema nafkamina, ça veut dire, a priori, puisqu'il a voulu des œufs d'un animal vivant, même si c'était pour les manger parce qu'ils étaient meilleurs en goût. Donc en fait, s'il lui a donné des œufs d'un animal qui a élevé la shrita, il y aurait aussi une sorte de mekartaout. Ça veut dire, ça serait aussi un tromperie sur la marchandise. Et la Gemara dit non, c'est différent. Les mitzvahs béné béné. Ça veut dire, ça veut dire que l'idée c'est si jamais les mitzvahs béné béné, la tradition c'est-à-dire qu'il devrait lui donner la différence. Et donc ça veut dire, l'idée c'est ça. Ça veut dire que si jamais en fait, ça, donc tout ça on va regarder après la prochaine fois avec Rachid, mais ça veut dire l'idée c'est comme ça, c'est que l'idée c'est si jamais en fait le type il veut des œufs qu'il veut faire de l'élevage avec, et on lui donne des œufs en fait qui peuvent pas féconder. Donc là, c'est un mekartaout, ça veut dire dans le sens où tu lui as vendu un objet qui n'est pas l'objet qu'il demandait du tout. Et donc, tu dois lui rendre son argent, et voilà. Et toi, si tu veux, tu récupères tes œufs pourris, et c'est terminé. Par contre, si jamais, en fait, le type, il voulait des œufs qui étaient, en fait, d'une qualité A, qui étaient finis, donc qui étaient meilleurs au goût, et toi, tu lui as refourgué des œufs de qualité B, alors, en fait, c'est pas un mekartaout au point de dire que tu l'as pas vendu l'objet qu'il voulait, c'est simplement que tu l'as arnaqué sur la valeur de la marchandise. Donc, tu dois simplement lui rendre la différence du prix. Et ça, c'est ce que la Gemara a dit. Alors, tu vois, ok, donc tout ça, c'est. Voilà, donc c'est ça, c'est la Gemara. Je ne sais pas si vous voulez, on peut faire Rachid, on peut faire comme vous voulez. Je sais pas, on a commencé tard. On peut commencer à faire Rachid, je fais Rachid un petit peu. Ouais, je fais Rachid un petit peu. Ok, maintenant, tout ça, il va falloir oublier la prochaine fois que je prépare mieux, je prépare tout court, pour être plus clair, mais en tout cas, donc je fais Rachid. Voilà, donc Rachid, Rachid, on est dans la troisième petite ligne de Rachid, dans la page 6b. Voilà. Et Mietziata Nigmera, donc ça veut dire Rav, il avait dit, un œuf, c'est quand il sort qu'il est fini. Donc c'est une phrase énigmatique. Et donc il dit que chez Yatsa Nigmera Briata, quand elle sort, c'est fini sa création. Aval Mikeme Achi, mais avant ça, Mikeme avant Achisa, Lo Hashiva Betsa Gmora, c'est pas considéré comme un œuf parfait ou un œuf fini. Ou le Kamel et Faresh, et plus loin on va expliquer Vasil et on va aller les Maïl Cheta, quelle différence dans la lacha ça fait. Alors au début, la Gemara pensait que c'était pour le manger avec du lait, en disant qu'un œuf, s'il n'est pas sorti du ventre de la poule, on ne peut pas le manger avec du lait parce qu'il n'est pas fini, donc c'est comme de la viande. Elle m'a dit, donc l'orchla bechalaf, pour le manger avec du lait, des hashta avav betsa, puisque c'est uniquement quand elle sort du ventre de la mère que c'est un œuf, velo bassara et pas de la viande. Avalanimsel dimeima, mais un œuf qui se retrouverait dans les entrailles de la mère, ena betsa, c'est pas vraiment un œuf, vasura l'orchla bechalaf, et ça serait interdit de le manger avec du lait. Et la Gemara objecte sur ça, dit non, parce qu'on a une braïta que si quelqu'un a fait la shrita d'un animal, il a trouvé des œufs entiers, on peut les manger avec du lait. Donc, Betsim Gemorot, il y a Rachid, donc des œufs entiers, va filou belo kliba, même s'ils n'ont pas les plus ça veut dire les vanas, ça veut dire ils sont, ils sont dans le ventre de la mer, ils sont attachés, je ne sais pas à quelle étape en fait la coquille elle se fait, mais ça veut dire voilà, je pense qu'il y a le blanc et il y a le jaune, mais il n'y a pas la coquille, quoi. Et malgré tout, tu peux le manger avec du lait. Philo Belo Klipa Levana, même carrément, il dit Lacha Helmon Levado Gamour, carrément, il n'y a que le jaune. Donc il dit même s'il n'y a que le jaune, voilà, donc ça veut dire que le jaune, malgré tout, Palpi Shemoa Adain Begidin, même si c'est encore attaché avec des nervures, puisque en fait, le jaune, je ne sais pas, moi j'ai jamais vu, mais en fait, le jaune, a priori, il est encore attaché avec des nervures au moment où il est créé par la poule, quoi. Sharia, malgré tout, donc même s'il y a en fait un peu de sang dedans, on peut le manger avec du lait. 2 secondes. Sharia, c'est pas Kedel Kaman, comme l'Agma va le dire plus loin. Mais il n'est pas lui, Rabbi Yaakov, allait, puisqu'on voit que Rabbi Yaakov, lui, il discute sur cette variété, mais donc ça serait un dat yachid. Ça veut dire que lui, il discute sur Tanakama, Vama Imayu Meorot Begidin Asurot, qui dit que s'ils sont encore attachés avec des nerfs dedans, ils sont interdits. Donc ça veut dire que Tanakama, il pense que même un œuf, Rachid dit qu'il n'y aurait que le jaune et qu'en plus il y a du sang, il y a des membranes de sang dedans. Malgré tout, tu peux le manger avec du lait.
Ok, donc Beyam Tov, c'est là, comme dit, c'est plus loin, l'Agma va rentrer là-dedans. Donc l'Agma au début, elle voulait dire Beyam Tov, qu'en fait, donc l'Agma dit, donc c'est pas ça ce qu'il a voulu dire. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant qu'un œuf, il est fini quand il sort du ventre de la mère et pas avant? Alors, elle voulait dire que ça parle Beyam Tov. Ça veut dire quoi? Varika Amar, Yatsta Vada Uberadium. Ok, donc lui, il veut dire, non, ça voudrait dire, en fait, c'est ça. Donc ça veut dire que Rav, il voulait dire carrément qu'un œuf qui est permis Yom Tov, c'est uniquement un œuf qui a été pondu la veille de Yom Tov. Rika Yatsta Vada Uberadium. Si jamais elle a été pondue, l'œuf, il a été pondu la veille de Yom Tov. Donc tout ça, c'est comme Beth Hillel qui interdisent un œuf qui est né Yom Tov. Donc il faut qu'il soit né la veille de Yom Tov, Moutar, qui va dar ou Nigmera Vechol, parce qu'on est sûr qu'en fait ça a été fini la veille. Avalo Yatsta, mais si jamais en fait, c'est ça, donc si jamais l'œuf il n'est pas sorti la veille de Yom Tov, et qu'on a fait la shrita de la mère a priori, ou ça veut dire que il a été pondu Yom Tov, ou bien voilà, ou bien qu'on a fait la shrita de la mère Yom Tov et qu'on a trouvé les œufs dedans, là il y a ça, lo Nigmera Vechol. Voilà, donc l'œuf, il n'est pas, en fait, il serait pas, l'œuf n'a pas été fini le jour de semaine de la veille. La Sora Mishum Achana de Rabat, et ça serait interdit à cause de Achana de Rabat, où on est dans, on est dans Rashi, on est, je ne sais pas combien de lignes, en fait, vers le milieu de la colonne. Voilà, je vais quand même compter les lignes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, allez, on va dire 16, grosso modo, à la louche. En partant du bas, 16e ligne, donc le Rashi Vechitema, voilà, donc voilà, c'est ce qu'on est. Donc, ce qui veut dire Rashi, donc c'est que si l'œuf il était né la veille de Yom Tov, il serait caché selon Rav, mais si jamais il a été trouvé pendant Yom Tov dans le ventre de la poule, il ne serait pas caché parce qu'il y a un problème, comme je vous avais dit, de Achana des Rabat, qu'en fait il n'avait pas été préparé depuis la veille, et ça serait ça le problème. Ok, donc la Gemara dit, mais ça, on voit qu'il y a une braïta qui dit clairement que c'est permis, que si on fait la shrita d'un animal Yom Tov, on trouve des œufs dedans, ils sont permis d'après tout le monde. Alors, donc sur ça, la Gemara dit, et si tu vas me dire, c'est vrai qu'il y a, donc la braïta, elle dit que c'est permis, mais elle ne serait pas comme cette braïta. Dashmoinan ba, puisque cet auteur de la braïta, il a dit quelque chose, quelque chose qu'on n'aurait pas pu déduire de la Mishnah. Ou Mishnah, lo satam lan rabbi achi. Et dans aucune Mishnah, il y aurait une preuve comme quoi, si on trouve des œufs dans le ventre d'une poule, Yom Tov, il soit permis. Et donc Rav, il peut dire, voilà, donc moi je pense qu'ils sont interdits. Veim Rabbi Loshena, et si Rabbi l'a pas marqué dans la Mishnah, Rabbi Chia Minaïlo, Rabbi Chia d'où est-ce qu'il aurait pu le déduire que c'est permis? Donc grosso modo, ça veut dire, c'est vrai qu'il y a une braïta qui dit que si on fait la shrita d'une poule Yom Tov et on trouve des œufs dedans, ils sont permis. Mais Rav, il pense que cette braïta, elle n'est pas reliable, on ne peut pas se baser dessus, et elle est fausse. Et c'est pour ça que lui pense que la seule manière de permettre un œuf, c'est qu'il faut qu'il soit né entièrement avant Yom Tov. Ok, la dit, mais ça c'est pas vrai, puisqu'on voit que de la Mishnah, on peut déduire que même l'auteur de la Mishnah, il pensait que si on trouve des œufs dans la poule, ils sont permis. Du fait qu'il a mis la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai uniquement sur un œuf qui est pondu Yom Tov. Donc il semblerait que si jamais il n'a pas été pondu Yom Tov, mais qu'il a été trouvé dans le ventre de la mère Yom Tov, tout le monde permettrait, grosso modo. Et là, Hadetania, parce que si tu veux dire le contraire, de dire, parce que la Gemara dit, et si tu veux dire que non, en réalité, s'il est dans le ventre de la mère, c'est aussi une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, et Beth Hillel, il pense que c'est aussi interdit. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé d'un œuf qui a été pondu? C'est pour nous dire que même un œuf pondu, Beth Hillel et Beth Shammai, ils permettent. Alors si c'est ainsi, la Braïta qui dit que des œufs qui ont été trouvés dans le ventre de la mère, ils sont permis, c'est l'avis de qui? Ça veut dire que ça ne peut pas être Beth Shammai, puisque Beth Shammai, ils permettent, et quand c'est dans le ventre de la mère, et quand il est né aussi. Alors, du fait que la Braïta, elle a parlé du cas des œufs qui sont dans le ventre de la mère, on peut en déduire que s'ils sont nés, ils auraient été interdits. Et toi, tu veux dire que Beth Hillel, eux, ils interdisent même quand c'est dans le ventre de la mère. Donc, tu ne peux pas dire ça, puisqu'à la fin, donc, c'est obligé de dire que la Braïta, elle suit l'opinion de Beth Hillel qui pense qu'un œuf qui est pondu Yom Tov, il est mouxé, mais ils sont d'accord que s'il est trouvé dans le ventre de la mère, il est cachère, il n'est pas mouxé. Donc, Rav ne peut pas contredire la Mishnah et la Braïta, et donc il ne peut pas avoir dit que les œufs qui ont été trouvés dans le ventre d'une poule, Yom Tov, ils sont interdits. Ça, c'est le raisonnement, c'est clair. C'est ça l'idée, donc maintenant je vais la sur ça. Et là, Détania, mais simplement ce qui est marqué dans la Braïta des livres, donc la Braïta qu'on a mentionné plus haut, Man Katanela, qui l'a enseigné, puisqu'elle permet uniquement des œufs qui ont été trouvés dans le ventre de la mère Yom Tov, et pas des œufs pondus. Lo Bet Shammai, Lo Bet Hillel, c'est ni Bet Shammai ni Bet Hillel.
Lo Bet Shammai, c'est pas Bet Shammai, Dema, il y a Bimeima, parce que pourquoi on nous parle uniquement des œufs qui sont trouvés dans le ventre de la mer, Afilou Noldu Yom Tov, Sharia. Même s'ils étaient nés Yom Tov, selon Bet Shammai, dans la Mishnah, ils disent un œuf qui est né Yom Tov, qui est pondu Yom Tov, il est caché, il n'est pas mouxé. Donc voilà, donc non seulement, la Braïta, elle permet uniquement un œuf qui a été trouvé dans le ventre de la mer. Vélo Bethilel, et selon toi, ça veut dire que ça ne serait pas Bethilel non plus, puisque selon toi, selon Rav, Vélo Bethilel d'Afilou Bimeiman à Siré, puisqu'ils interdisent, même selon Rav, si on interprétait Rav comme quoi il dit un œuf il est fini quand il est pondu, ça veut dire que selon Bethilel, non seulement ils interdisent quand l'œuf il est pondu, mais ils interdisent aussi quand l'œuf il est dans le ventre de la mer. Et la seule manière de permettre, c'est qu'il était pondu avant Yom Tov. Donc la Braïta, maintenant, elle suit l'opinion de qui? Puisque la Braïta, elle permet uniquement un œuf dans le ventre de la mer. Donc il dit Velo Bethilel, et ça ne peut pas suivre non plus l'opinion de Bethilel, la Philo Bemeiman assuré, puisqu'eux, ils interdisent même dans le ventre de la mer, selon Rav. Donc on est obligé de dire que non, que finalement, c'est pas ça. En fait, d'après tout le monde, conclusivement, d'une manière conclusive, c'est d'après tout le monde, un œuf, quand il est trouvé dans le ventre de la poule, Yom Tov, il est permis. Et la discussion entre Bethilel et Beth Shammai est uniquement quand il est pondu. Donc, quand Rav, il a dit qu'un œuf, il est fini uniquement quand il sort, il parle d'autre chose. Et de quoi ça parle? Il veut simplement nous dire qu'un œuf, il peut devenir un oisillon que si jamais il a été pondu. Mais si jamais il a été trouvé dans le ventre de la mer au moment de la Shrita, il ne va jamais devenir un oisillon. Donc, Rachid explique, ou Megadel et Efrochim. Donc, ça peut faire grandir des oisillons. Donc, il dit, ou l'Inyan din Mekach ou même Karitma. Et donc, cet enseignement de Rav, donc, c'est pas un enseignement qui est lié aux lois de Shabbat, ou de Mouxé, mais c'est au niveau du business. Des im nolda, si jamais donc l'œuf il a été pondu, nigba bishula, ça veut dire ça veut dire voilà, la traduction du mot, ça veut dire il a été cuisiné entièrement. Et ce qui veut dire, ça veut dire que voilà, il est assez, voilà, j'en sais rien, ça veut dire l'embryon, ça veut dire le jaune et le blanc, ils sont assez bonne santé pour donner un oisillon, quoi. Verouya, les gadem, humena et frochim. Et donc, si on le couve, s'il est couvé par une autre poule, donc elle pourra faire sortir un oisillon. Aval nimsek bimeima, mais si jamais c'est un œuf qui n'a jamais été pondu, qui a été trouvé dans le ventre de la mer au moment de la shrita, ou enam egadelet efrochim, donc même si on le sort et qu'après on va le couver, il ne va pas faire sortir un oisillon parce que le blanc et le jaune ne sont pas vraiment finis. Vim tivaou limkor, et donc si jamais on lui demande de vendre betsim, les œufs, les gadel et frochim qui servent à faire grandir des oisillons d'élevage, Imacharelou, s'il lui a vendu des œufs qui avaient été trouvés au moment de la Shrita dans le ventre de la mer, avait Mekar Taout, c'est un Mekar Taout, c'est une tromperie sur la marchandise, donc c'est une arnaque, ou Badel Mekar, et la vente est annulée, il doit reprendre ses œufs et il doit rendre l'argent au vendeur. Donc elle donne un exemple, c'est une histoire de ça. Donc quelqu'un qui avait dit, je veux des œufs des parias. Donc qu'est-ce que ça veut dire paria? Donc il explique le mot des parias. Paria, j'imagine, ça veut dire paria, le mot paria, d'où est-ce que ça sort? C'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est dans la sortie d'Égypte, tu vois, quand il y a Shem Shifra, il y a Shifra et Poua, c'est les deux sages-femmes qui font naître des enfants en Égypte. Et donc Shifra et Poua, et Rachid explique que Shifra et Poua, c'est pas qu'il n'y avait pas que deux sages-femmes, c'est la Ravanel qui explique que c'est pas qu'il n'y avait pas que deux sages-femmes pour toutes les femmes et juives en Égypte, puisqu'ils étaient plusieurs millions, mais c'est deux types de sages-femmes. Il y en a une, je ne sais pas quoi, qui fait sortir l'enfant, c'est Poua, et Shifra, c'est celle qui masse le bébé après qu'il est sorti, ou quelque chose comme ça, qui coupe le cordon ombilical, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit des parias, ici Rachid fait allusion à ça, à Poua, qui veut dire en fait, donc ce qui fait sortir l'enfant, etc. Là, aujourd'hui, maintenant, il y a l'organisme, la Poua, qui récolte de l'argent pour faire des enfants in vitro, je ne sais pas si vous avez ça. Tu vois, voilà, donc c'est ça, donc il fait la même étymologie ici, donc mais ça des parias, donc il dit que comme il dit paria, ça serait paria, ça serait donc une déformation araméenne du mot de paria, donc des œufs féconds, on va dire, je ne sais pas comment traduire ça, ou qui ont été fécondés, voilà. Donc il dit Anoldim Minatar Megolet, donc ils sont nés d'une poule, Chaya, vivante, chez Pora de Yelata, donc qui les a, je ne sais pas, qui les a mises bas en les donnant naissance, je ne sais pas comment ça vient le mot Pora, ça veut dire, je ne sais pas, donner naissance, mettre au monde, je ne sais pas exactement. Alors, je sais pas, Pshita, donc l'Agma dit c'est évident, ça veut dire l'idée, donc l'Agma nous ramène l'histoire que le type lui a vendu, donc il demandait des œufs qui avaient été mis bas, qui avaient été donc pondus, voilà, pour dire comme ça.
et il lui avait vendu des œufs qui avaient été trouvés dans le ventre d'un animal, donc là on avait fait la shrita. Donc la Gemara elle dit, ouais, c'est un écart taout, c'est une arnaque. Et donc il faut que tu lui rendes l'argent et toi tu récupères tes œufs pourris. Elle me dit, pchita, des méga taout, tout. Donc la Gemara dit, c'est évident que c'est une vente frauduleuse. L'Abédia avait des barrières parce qu'il avait dit clairement qu'il voulait des œufs qui ont été mis bas. Alors il m'a dit, non, on aurait pu croire qu'en fait, s'il voulait des œufs qui avaient été mis bas, c'est parce qu'ils ont un meilleur goût. Mais là, donc il dit des tserivan. Ça veut dire qu'ils sont, je ne sais pas la traduction du mot lui-même, qui ont goûteux, j'en sais rien, qui ont un meilleur goût, qui sont plus fermes, quelque chose comme ça. La chaîne n'est bouchée d'être comme ça. Donc Rachid dit tserivan, ça voudrait dire cuit. Tu vois, mais je ne sais pas comment dire cuit sur des œufs crus, quoi. Mais bon, c'est que moi, ça révète, parce que ça révète, c'est dans la sarade, ça révète, c'est une brûlure. Donc, c'est dans les formes de la lèpre. Il y a ça révète, c'est une brûlure, c'est l'empreinte d'une brûlure. Donc, on a dit Kevia au bichoul, donc c'est une brûlure. Donc voilà, donc il veut des œufs cuits, mais évidemment crus, mais ça veut dire des œufs fermes, j'en sais rien, terminés. C'est comme les camemberts, je ne sais pas exactement. Ça veut dire un truc comme ça, voilà. Menaf Kamina, et donc l'idée, ça voulait dire que donc, s'il voulait ça, donc ça ne serait pas une arnaque au point où il lui a trompé, et il lui a demandé, je ne sais pas, je veux un iPhone, et il lui donne un Samsung. Et tu vois, ok, c'est Sam, je voulais un iPhone 17, tu m'as donné 16, ok, alors, ok, c'est toujours un iPhone, donc tu te rends que la différence. C'est ça ce qu'il veut dire. Et l'afkamina, et la différence, c'est les maïs, les ou la achila. C'est la différence entre celui qui veut les manger, mais il voulait des œufs fermes, ou j'en sais rien, ou ben des bails, les frochim, et celui qui voulait des œufs pour faire de l'élevage, les mitzvah, les des béné ou béné. Ça veut dire, est-ce que quand on annule la vente, est-ce qu'on annule la vente et donc il lui rend tout l'argent, ou bien il rend simplement la différence? Donc, j'explique, l'arzir l'odémé maala, qui lui rend simplement la différence de valeur chez Ben et des Pirkia, entre des œufs donc finis, des œufs qui ont été entièrement fécondés, des shruta et des œufs qui ont été trouvés dans un animal dans lequel on a fait la shrita, la achila. Et donc, si jamais en fait il voulait juste les manger, mais il voulait des œufs plus fermes, quoi, plus mieux terminés, j'en sais rien, un amekar batel. Donc, ça n'annulerait pas la vente parce qu'il voulait manger de la nourriture et c'est des œufs de nourriture. Et là, chez lui, il y a même, sauf qu'ils valent moins, ils ne sont pas aussi bons. Donc, il doit simplement rendre la différence. Les Arzirlot, des mêmes Maliyutan, donc il devrait lui rendre uniquement la différence de valeur entre des œufs qualité paria et des œufs qualité non paria. Mais il ne doit pas lui rendre tout son argent et récupérer les fruits, les œufs. Kamash Malan, son salarié a dit, non, il vient nous apprendre Rabbi, ami, des stam, que stam mandeba et des paria, que tout celui qui demande des œufs fécondés, des œufs qui ont été mis bas, les frokim et les roues, en général, c'est parce qu'il veut faire un élevage d'oisillons. Et donc, si on lui donne des œufs qui ne sont pas féconds, ben elou shavim lokloum, donc lui, il n'a rien à faire avec des œufs non faits qui ont été trouvés dans le ventre de la poule, et donc là, il faut lui rendre tout son argent. On a fini à agir, je vois, voilà, c'est bon, voilà, c'est clair, la Gemara, c'est clair, ça va? Non, c'est quand même super, enfin, voilà, moi, je pense que tout ça, mais j'essaierai de préparer la semaine prochaine, parce que pour moi, ça m'intéresse beaucoup, cette histoire, pour moi, parce que moi, je sais pas, il faut que je regarde, ça veut dire, pour moi, c'est étonnant que si quelqu'un, je sais pas, comme je dis, si tu prends l'exemple d'un iPhone, tu vois, si quelqu'un dit, voilà, je t'ai vendu un iPhone 16 et tu voulais un iPhone 17, non, je t'ai pas arnaqué, en fait, je te redonne que la différence entre l'iPhone 16 et l'iPhone 17, parce que c'est un iPhone. Alors que tu vois, comment tu peux dire ça? Moi, je dis, moi, je voulais des œufs, même si c'est pour les manger. Si tu veux, je sais pas, tu veux une côte de bœuf XY, j'en sais rien, ou à goût, je sais pas comment ça s'appelle, n'importe quelle que soit la qualité, que tu te donnes un truc de mauvaise qualité, je sais pas comment est-ce que la Gemara, si elle fait une distinction entre ah oui, mais c'est quand même de la nourriture, donc ok, je te vois encore la différence, tu vois. Tu vois, moi, je trouve ça super arnaque, quoi. Hein. Ça veut dire, je sais pas, jusqu'à où tu vas, ça veut dire jusqu'à où tu peux aller dans un business comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ça, c'est un téléphone de toutes les manières, donc voilà, tout ce que tu voulais, c'est un téléphone, c'est un téléphone. Ok, je sais pas, tu vois, I don't know, je sais pas, je me dis, c'est intéressant de regarder, je vais en avoir sur ça. Pour moi, c'est un concept nouveau, hein. C'est un concept, pour moi, dès qu'il y a une tromperie sur la marchandise, le type, il a dit, je veux des œufs comme ça, et tu lui donnes quelque chose d'autre, et dire, tu peux pas dire, ah oui, mais bon, de toute façon, tu voulais les manger, bon, c'est pas la même chose, mais bon, je te rembourse la différence. Je veux dire,
Tu vois, c'est surtout qu'aujourd'hui, ces œufs, ils valent rien, tu vois. Ça veut dire une fois voilà, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, je me dis, c'est quelque chose, il faut regarder sur Shulchan Aruch qu'est-ce que ça donne en réalité comme alors. Voilà. Voilà, je vais vous laisser tranquille avec tout ça. Et, et voilà, merci pour tout, et que des bonnes choses, et bonne soirée. Et à la prochaine. Ça va. Tout le Tout le monde aussi. Ça va.